Bonjour Shainez, est-ce que tu Bonjour. pourrais te présenter et nous parler un peu de ton parcours? Alors oui, je suis Shainaz Aouf, donc je suis chercheur INRA depuis 2009, septembre 2009. Avant d'être chercheur à l'INRA, j'ai fait une thèse en chimie organique à l'université de Marseille. Alors c'était synthèse organique, synthèse de stéroïdes. Ensuite j'ai fait un postdoc à l'université de Reims, c'était en 2008. Et pendant ce postdoc-là, on a travaillé avec une entreprise qui s'appelle ARD. Et donc l'objectif du postdoc, c'était de produire des produits chélatins pour lessive, donc pour remplacer le DTA à partir de produits biosourcés, donc qui viennent de la biomasse. Donc c'était mon premier contact avec tout ce qui est biomasse, biosourcé, etc. parce que je n'avais pas fait ça avant. Et ensuite, j'ai passé mon concours INRA et j'ai été recrutée au centre Montpellier. Au départ à l'UMR SPO, Sciences pour l'œnologie, et il y a un an, j'ai changé pour une autre UMR, qui est l'UMR IAT. Donc ingénierie des agropolymères et technologies émergentes. Voilà. Est-ce que tu peux nous replacer ton projet de recherche actuel dans un contexte global? Alors le contexte de mon projet de recherche, c'est l'élimination des plastiques dans l'environnement. Donc on travaille sur ce contexte-là qui est une patate chaude aujourd'hui. Donc tout ce qui est plastique résiduel, les plastiques qui persistent pendant des millions d'années dans l'environnement. Et donc nous, on cherche à pas remplacer ces plastiques-là parce que ça serait impossible, mais à contribuer à au moins remplacer les emballages alimentaires par des plastiques biodégradables, biosourcés, et donc éviter tout ce qui est propagation des microparticules et des nanoparticules de plastique. Et à l'intérieur de ce contexte, plus spécifiquement, toi tu travailles sur quoi? Alors moi, je travaille sur tout ce qui est propriété de ces plastiques-là, parce que qui dit plastique biodégradable dit plastique qui ne tient pas trop thermiquement, qui est très sensible, etc. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'améliorer un petit peu les propriétés de ces plastiques-là pour qu'ils puissent un peu tenir thermiquement pendant leur formulation, pendant leur durée de vie. Et donc j'ajoute des additifs biosourcés, naturels, qui s'appellent les polyphénols. Donc c'est des composés qui ont des propriétés antioxydantes, qui ont aussi des propriétés de stabilisateurs thermiques. Et donc j'essaie d'incorporer ces molécules-là dans les plastiques biosourcés et biodégradables pour un petit peu essayer d'améliorer les propriétés. Donc, tout en gardant la propriété biodégradable à la fin, bien sûr, parce que c'est important. Donc si je comprends bien, tu cherches à remplacer dans l'industrie les plastiques issus des hydrocarbures par des plastiques issus d'autres sources. C'est quoi ces autres sources? Alors les autres sources, y a beaucoup de polémiques autour des plastiques biosourcés biodégradables parce que c'est des plastiques qui sont produits à partir d'amidon, de sucre, donc d'alimentation humaine ou animale. Et donc nous, on essaye de dévier de cette voie-là et d'aller plutôt vers des déchets agroalimentaires, des déchets agricoles, des déchets sylvicoles, etc. Donc produire plutôt des plastiques biodégradables à partir de là. Donc les plastiques sur lesquels nous on travaille, ça s'appelle les PHA, les polyhydroxyalcanoates. Et donc c'est des plastiques qui sont produits par des bactéries. Donc c'est des bactéries, quand elles sont soumises à un stress, elles commencent à partir de sucre ou à partir d'acide volatile, elles commencent à former ces polymères-là et à les stocker dans la cellule pour pouvoir se protéger du stress. Donc c'est des polymères qui sont vraiment très très naturels. Mais donc vous travaillez à partir d'essayer d'extraire des bactéries ces plastics-là, ou vous essayez de Non, pas du reproduire ce que tout. font les Nous, bactéries? on travaille sur le plastique qui est déjà produit par d'autres partenaires. Il y a un gros industriel chinois qui s'appelle Tianan, qui est gros producteur de ce plastique-là et qui exporte un peu ce plastique-là à tous les académiques en Europe, aux États-Unis, etc. Et Donc nous, on ne travaille pas sur la production du plastique. Nous, on a la poudre
Donc le plastique sous forme de poudre, nous on travaille sur les formulations, etc. En fait, vous essayez d'améliorer les caractéristiques de ces plastiques-là pour les rendre plus viables économiquement. Alors, plus viables économiquement parce que pour l'instant, ils sont trop chers. Donc, si on les produit à partir de déchets, ben ça va réduire le coût de leur production. Mais ça, c'est pas du tout notre sujet de recherche. Sujet de recherche. Par contre, nous on travaille plutôt sur les formulations, donc ajouter des additifs, ajouter aussi, on travaille beaucoup sur les composites, donc ajouter des charges naturelles comme des fibres de bois, des fibres de cellulose, de lignocellulose, etc. Et donc plus on va ajouter des charges, plus le coût va diminuer, et donc ils vont devenir plus viables économiquement. Tu disais que le but, c'est quand même de maintenir la caractéristique biodégradable du plastique en fin de chaîne. Qu'est-ce qui est biodégradable et comment on le définit ? Très bonne question. Alors, biodégradable, la définition du biodégradable, normalement, c'est un matériau qui va être fragmenté, minéralisé par les micro-organismes de l'environnement, et qui va se transformer en CO2, en H2O et en biomasse. Donc tout ce qui est minéral. Alors aujourd'hui, il n'y a pas une définition vraiment claire du biodégradable parce que beaucoup de plastiques qui sont compostables sont déclarés comme étant biodégradables sur le marché, par les industriels, etc. Or, un plastique compostable, c'est un plastique qui va se dégrader en CO2, en H2O, etc., mais sous des conditions de compost industriel, c'est-à-dire une température élevée, c'est-à-dire une humidité très élevée, c'est-à-dire une présence d'oxygène, etc., ce qui n'est pas le cas dans les environnements naturels, comme par exemple l'eau, sur le sol, etc. Donc il y a beaucoup de confusion entre compostable et biodégradable. Si tu veux, la finalité est la même, parce que dans les deux cas, on a une dégradation complète par les micro-organismes du composé, mais la question environnement, où est-ce qu'il se biodégrade, est très importante. D'accord. Dans un cas, ça va être dans la nature, quand c'est biodégradable. Quand c'est vraiment biodégradable, ça va être dans la nature. Par exemple, tu vas mettre ta bouteille sur le sol, quelques mois ou une année ou 2 ans après, elle va disparaître. Un matériau compostable, si tu le mets sur le sol, il va mettre 30 ans à disparaître au lieu de 6 mois ou une année. Donc c'est pas du tout pareil. Et dans un compost industriel, il met combien de temps à disparaître ? Normalement, les standards qui existent aujourd'hui, il doit disparaître à 90% au bout de 6 mois. D'accord. Mais ce n'est pas le cas tout le temps. Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie qui serait envisageable à propos de tous ces plastiques-là ? C'est plutôt le recyclage. Et comment ça se met en lien avec le biodégradable ? Alors, le recyclage, c'est important. Le souci du recyclage... Alors, il y a plusieurs types de recyclage. Pour être précis, il y a le recyclage mécanique. Donc, c'est le recyclage qu'on fait tout le temps. Il y a plusieurs usines. Il y en a 2 en France, il y en a plusieurs en Europe, qui font du recyclage. Et donc, le recyclage mécanique, c'est de prendre, par exemple, la bouteille en plastique, la bouteille en PET, la fragmenter, la faire fondre, ensuite faire passer un gaz pour enlever tous les contaminants qu'il y a sur la bouteille et reformuler la bouteille. Donc ça, c'est le recyclage mécanique un peu schématisé. Ensuite, il y a le recyclage... alors, dans ce type de recyclage-là, on obtient la bouteille recyclée, mais avec des propriétés moindres que les propriétés de la bouteille d'origine. Parce que le plastique, on lui a fait subir un traitement thermique assez important, et donc il y a les chaînes du polymère qui se sont cassées, etc. Donc là, tu vas te retrouver avec une bouteille en plastique avec des propriétés moindres. Donc les industriels, ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent du plastique vierge, ils rajoutent des additifs, et ils rajoutent ce qu'on appelle des chain extenders, des extensions de chaînes pour pouvoir relier les polymères, les fragments de polymères qui se sont cassés. Et donc ça, c'est le recyclage mécanique. Le recyclage, il y a un autre recyclage qui s'appelle le recyclage chimique. Le recyclage chimique, c'est un recyclage où le polymère est cassé complètement et il redevient à l'état de monomère.
Donc le polymère, c'est comme un train avec plusieurs wagons, et les wagons, c'est les monomères. Donc si on casse le polymère, on va retrouver le monomère, et donc avec le monomère, on va reformer notre polymère. Et donc là, on a des propriétés identiques aux propriétés de la bouteille d'origine. Alors, il y a des avantages et des inconvénients pour tous les recyclages. Par exemple, le recyclage mécanique, il est pas cher, il est environnementalement parlant, il est pas nocif, etc. Le recyclage le chimique, il y a beaucoup de solvants qui sont utilisés, etc. Et donc, le recyclage mécanique, si on va l'appliquer à l'échelle industrielle, on va pouvoir faire un cycle, 2 cycles, 3 cycles après. Le produit, on va pouvoir le recycler et il va se retrouver dans les déchets. Donc peut-être que la solution, ça serait de combiner entre un recyclage mécanique et un recyclage chimique, remplacer le recyclage chimique par un recyclage enzymatique, au lieu de couper le polymère avec des produits chimiques toxiques, les couper avec des enzymes. Faire un recyclage mécanique 1-2 fois, une fois que la bouteille perd toutes ses propriétés, l'emmener vers le recyclage chimique ou le recyclage enzymatique. Si le matériel est biodégradable, une fois qu'il a fait tous ces cycles-là de recyclage, le mettre au compost. Donc, moi, je pense qu'il faut combiner entre tous ces schémas ou ces scénarios de fin de vie et ne pas se contenter de dire on va aller vers le recyclage, on va aller vers le biodégradable, on va aller vers... Si aujourd'hui on arrive à faire des plastiques biodégradables, pourquoi on utilise encore autant massivement les plastiques issus des hydrocarbures classiques ? Parce que les plastiques biodégradables aujourd'hui représentent 1% des plastiques conventionnels. Mais pourquoi ça représente encore que 1% ? Parce que ils sont beaucoup trop chers à produire, parce que leurs propriétés ne sont pas du tout concurrentielles avec les propriétés des plastiques conventionnels, et puis parce qu'il y a une très très grande industrie de plastique conventionnel, et les industriels ne veulent pas modifier leur process, leur façon de faire pour aller vers le biodégradable, tant que le plastique leur coûte pas cher, etc. Tu le soulignes là en parlant d'industriel, mais potentiellement ta recherche a un gros impact sociologique et économique. Donc je suppose que les industries financent tes projets de recherche à divers degrés. Les financements privés par rapport aux financements publics dans ta recherche, ça représente quelle proportion ? Alors, dans l'équipe, nos recherches sont essentiellement financées par des projets européens. Donc c'est la Commission européenne qui finance ces projets-là, avec une très grande proportion d'industriels qui sont inclus dans les projets. Donc les industriels, ils sont là comme partenaires, ils veulent bénéficier du savoir-faire, de la technologie, etc. Ils veulent tester les plastiques que nous on formule et qu'on produit, mais ils ne sont pas encore les principaux financeurs des projets, parce que je pense qu'ils ont peur de se lancer sur quelque chose qui n'apporte pas trop de profit pour l'instant. Dans les médias, on parle souvent de la relation privée-publique avec l'indépendance des chercheurs. Toi, comment tu vis cette relation avec le privé, par exemple ces industriels? Est-ce qu'ils orientent les projets de recherche? Comment ça influence ton travail? Non, parce que dans ces projets-là, dans les projets que nous menons et nous coordonnons, les industriels ne les dirigent pas, ne les orientent pas, parce qu'ils sont là comme partenaires. Ils sont là pour, par exemple, donner leur expertise sur telle ou telle question. Mais c'est pas eux qui coordonnent les projets, c'est pas eux qui établissent les cahiers des charges des projets, et c'est pas eux qui disent il faut orienter la recherche là ou là. Donc là, on reste assez indépendant par rapport à ça. Par contre, oui, moi, je suis un peu... J'ai pas une idée tranchée sur la question. Mais moi, je pense qu'il faut garder une part de recherche publique qui n'est pas financée par l'industrie. Et pour moi, c'est la recherche qui est la plus indépendante, en fait.
Donc c'est la recherche où le chercheur n'est pas contraint par un cahier des charges industriel ou qui que ce soit, et il est libre de faire la recherche qu'il veut, et de l'orienter là où. Tu disais que les projets de votre équipe sont beaucoup financés par des appels à projets européens, et c'est quelque chose d'assez courant maintenant dans le monde de la recherche en France, c'est que c'est les appels à projets qui financent la majorité de notre recherche. Comment toi tu te situes dans ce système à base d'appels à projets ? Ouais, question intéressante. Qu'est-ce que tu veux dire par comment moi je me situe dans... Qu'est-ce que je pense moi des appels à projets? Par exemple, il y a une trentaine d'années, on fonctionnait beaucoup plus en fonds propres, directement, où on avait un financement récurrent, où on choisissait d'allouer à ce qu'on voulait comme projet de recherche, alors que maintenant, pour obtenir un financement, on doit faire appel à un appel à projet, décrocher un financement sur un projet précis avec une certaine orientation. Et quel est l'avantage et les inconvénients pour toi dans ce système-là? Oui, l'appel à projet, voilà, il est orienté. Donc, on doit répondre à des appels à projet. C'est un temps considérable de temps de travail des chercheurs, de répondre à ces appels à projets, de monter les projets, etc. Le taux de réussite est très, très faible. Donc, si on dépose... 5-6 projets, si on a la chance d'avoir un projet financé, c'est super. Donc ouais, moi je trouve que on passe beaucoup plus de temps à rechercher des financements pour faire de la recherche qu'à faire de la recherche en soi. Donc ça, je trouve que c'est un inconvénient. Et en plus de l'orientation des appels à projets. Après, l'avantage, c'est que c'est assez compétitif. En fait, c'est les meilleurs qui obtiennent, c'est les meilleurs projets, les projets qui sont montés de façon très, très structurée, etc., qui ont pensé à tout, à l'aspect économique, à l'aspect scientifique, etc., qui sont financés. Et donc, ça motive le chercheur à aller chercher peut-être d'autres partenariats qu'il n'aurait pas du tout cherché, par exemple un partenaire économique, un partenaire social, un partenaire qu'il n'aurait peut-être pas cherché s'il avait un fonds propre. Et donc ça l'amène à aller chercher d'autres partenaires, ça l'amène à ouvrir un petit peu ses voies de recherche et de réflexion. Donc ça, c'est un avantage, je trouve. Puisqu'on parle du monde de la recherche, en France, on a la particularité d'avoir un système de recherche centré sur des grands organismes, comme le CNRS ou l'INRA, avec un très grand nombre de chercheurs permanents, ce qui est assez unique dans le monde. Pour toi, quels sont les avantages ou les inconvénients de ce système-là par rapport à d'autres systèmes que tu as pu voir, par exemple, durant tes postdocs, ou des choses comme ça? L'avantage, c'est d'être dans une structure, donc comme le CNRS, l'INRA, etc., avec des métaprogrammes, avec une recherche, par exemple à l'INRA, nous voulons aller vers l'alimentation, etc., dans quelques années, donc l'alimentation de toute l'humanité, donc je trouve que c'est un programme assez ambitieux et assez motivant. Donc on a un cadre de recherche, on a des programmes de recherche, donc dans des structures assez grandes comme ça. Après, les avantages aussi, c'est qu'on a du personnel technique dans certains labos, qu'on ne retrouve pas par exemple dans des labos anglo-saxons. Dans les labos anglo-saxons, c'est 1-2 chercheurs avec une armada de postdocs et de TESA, donc de doctorants. Donc il n'y a pas trop de personnel technique, et moi je trouve que le personnel technique c'est assez important parce que c'est de l'expertise. Et si on compte juste sur les postdocs et les doctorants pour avoir une expertise, par exemple, sur un appareillage, sur une technologie, sur une technique, etc., cette expertise, elle se perd avec les postdocs qui partent et les doctorants qui partent, alors qu'un personnel technique qui a cette expertise-là et qui est dans le labo pendant plusieurs années, ben c'est une expertise qui reste dans le labo. Donc ça, c'est un avantage. Après, les inconvénients, c'est... je sais pas s'il y a des inconvénients, en fait. D'accord. J'en sais rien. Pour revenir sur ton projet de recherche particulier, est-ce que tu pourrais nous parler d'un de tes derniers résultats? Un de mes derniers résultats...
c'était un résultat intéressant. Enfin, c'est des résultats. On a réussi à faire une résine époxy en remplaçant le bisphénol A par des polyphénols qui viennent du bois. Donc ça, c'est un dernier résultat que nous avons obtenu. Et donc la résine époxy avait des propriétés thermiques et thermomécaniques qui étaient semblables aux propriétés que pouvait avoir une résine à base de bisphénol A. Donc une résine époxy à base de bisphénol A. Sauf que la couleur était différente. On avait une résine jaune-marron alors que le bisphénol A c'est blanc, mais... Est-ce que le consommateur est capable aujourd'hui d'accepter des produits colorés, en sachant qu'ils sont biosourcés et biodégradables, au lieu d'avoir quelque chose de blanc, de transparent, de translucide? Il faut, je pense, se poser la question. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu voudrais aborder particulièrement par rapport au monde de la recherche ou par rapport à tes sujets de recherche? C'est un sujet que j'ai abordé là il y a 2 minutes, c'est l'importance de la recherche publique. Pour moi, c'est vraiment très 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 important. Il faut garder cet espace-là de recherche publique, de recherche financée par l'État, pour que les chercheurs puissent faire de la recherche libre et indépendante et pas orientée par les cahiers des charges des industriels. Pour moi, c'est quelque chose de primordial. Malheureusement, on va vers une politique où on a de moins en moins de conventions de l'État à la recherche publique. On a de plus en plus de recherche publique financée par l'industrie, et je trouve ça très dommage. Pour finir, j'aimerais te poser des questions un peu plus personnelles. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es particulièrement fier dans ta carrière de scientifique jusqu'à maintenant? Alors, la chose qui me rend la plus fière, c'est la transmission que je peux donner à mes étudiants, à mes thésards, et de voir un peu briller dans leurs yeux cette petite flamme quand ils ont un résultat intéressant ou quand ils se posent des questions, etc. Je pense que ça, c'est la plus grande motivation que je peux avoir. Et c'est en faisant ça que je me dis, ben oui, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. D'ailleurs, je vais te raconter une anecdote. Il y a 1 an, on a fait un projet avec une association qui s'appelle l'Arbre des connaissances. Donc c'est une association qui a pour but d'intégrer des collégiens et des lycéens qui viennent de milieux défavorisés dans le milieu de la recherche, c'est-à-dire qui viennent faire comme un stage, donc qui viennent assister à des séances de recherche au labo, donc 8 mercredis tout le long de l'année. Ils ont un petit projet, on leur confie un petit projet, et ils travaillent sur ce petit projet-là. Et on a accueilli une jeune collégienne qui s'appelle Sarah, qui était en décrochage scolaire. Donc qui n'assistait pas aux cours, qui avait vraiment beaucoup de soucis familiaux, etc. Et donc, à la fin du stage, on a discuté avec son enseignante et elle nous a dit qu'elle avait une autre personne en cours, que Sarah était très motivée, qu'elle assistait à tous les cours, etc. Et qu'elle pense que c'est grâce à ce stage-là, dans notre labo, que ça s'est passé. Et ça m'a rendue très très fière. Merci. Et de l'autre pendant, est-ce qu'il y a des choses, par exemple une erreur ou des difficultés particulières que tu as rencontrées dans ta carrière que tu voudrais partager? Alors, ce que je trouve regrettable et dommage, ce que j'ai fait, que j'ai pu faire, c'est d'aller sur des projets qui ne m'intéressaient pas vraiment, parce que j'avais besoin de financement. Donc ça, je trouve, je l'ai fait, et j'espère ne pas continuer à le faire et d'aller uniquement sur des projets. Mais oui, je suis allée sur des projets qui ne m'intéressaient pas réellement, qui ne me motivaient pas, vraiment, mais voilà, j'ai participé à ces projets-là parce que j'avais besoin d'avoir une source de financement. Et je pense que je suis pas la seule à le faire, et je trouve ça dommage qu'on puisse pas... après, oui, c'est un travail, donc on fait pas tout le temps ce qui nous amuse, mais qu'on puisse pas
uniquement travailler sur les projets qui nous passionnent et qui nous intéressent et qui nous motivent, mais que des problèmes de financement, etc., puissent nous pousser à aller vers des projets qui ne nous intéressent pas vraiment. Voilà. C'est la chose que je regrette. Enfin, si des gens veulent te contacter pour prolonger cette discussion, comment ils peuvent le faire? Alors, ils peuvent le faire à travers mon mail, ou ils peuvent passer par toi et par ta chaîne pour voir mon contact. Donc je rajouterai ton mail Ouais. dans les notes de l'île. Et enfin, merci beaucoup pour cette discussion. Et, Merci à toi.